L'art à l'écoute. L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, Frida Kahlo. Artiste, bisexuelle, communiste, malgré son handicap, Frida Kahlo incarne aujourd'hui l'idée même de liberté. Pour échapper à une vie trop douloureuse, elle a inventé sa propre liberté, son art. Pour le comprendre, il faut donc comprendre la vie de Frida. Son art est indissociable de ses émotions, de ses engagements. Frida Kahlo était une femme si engagée en politique qu'elle s'identifiait avec la Révolution mexicaine, au point d'en choisir le point de départ, 1910, comme date de naissance. En réalité, elle est née 3 ans auparavant, d'une mère mexicaine et d'un père allemand. Fière de son métissage, de son origine mixte, elle le montre dans ce tableau, où Frida retrace son arbre généalogique. Au centre, nous pouvons la voir, debout dans sa maison natale, la Maison Bleue. D'un côté, côté terre, le Mexique, représenté par sa mère et ses grands-parents maternels, de l'autre côté, la mer, qui représente son origine allemande, avec son père et ses grands-parents. Son enfance est modeste mais heureuse. La voici à l'âge de 5 ans, devant l'objectif de son père, photographe. Mais à 6 ans, elle souffre de poliomyélite. Sa jambe et son pied droit en garderont les séquelles. Frida boitera pour le reste de sa vie. Elle porte alors des pantalons, comme sur cette photo de famille où vous pouvez la voir âgée de 12 ans. La maladie, mais aussi la révolution mexicaine marque l'enfance de Frida. En 1910, le peuple se soulève. Après 10 ans de combats et 1 million de morts, un futur nouveau s'ouvre pour le pays qui souffrait des ingérences étrangères. Désormais se crée une reconnaissance intérieure. Les Mexicains s'affirment comme tels. Cela se traduit par un mouvement culturel auquel participent les peintres muralistes, et notamment Diego Rivera. Regardez cette fresque intitulée La Création et qui valorise l'héritage mexicain et indigène du pays. Cette énorme fresque a été réalisée pour l'École nationale préparatoire de Mexico au moment où Frida y est élève. C'est son premier contact avec cet homme qui occupera un rôle central dans sa vie. Mais nous n'y sommes pas encore pour le moment. Frida, pour l'instant, se destine à la médecine. Malheureusement, ses plans vont devoir changer. Le 17 septembre 1925, alors qu'elle prend le bus pour rentrer chez elle, Frida est victime d'un grave accident. Le bus est percuté par un tramway. Les morts sont nombreux. Frida est grièvement blessée. Son corps a été traversé par une barre de métal. Elle souffre de nombreuses fractures. Sa colonne vertébrale a été brisée et le bassin touché. Frida Kahlo ne pourra jamais porter d'enfant. Alitée pendant près de 3 mois, elle va commencer à peindre. Pour elle, la peinture est un moyen d'échapper à l'ennui et à la douleur. Ses proches vont donc lui installer un baldaquin avec un miroir au-dessus de son lit. Ainsi, elle pourra se représenter. C'est le début d'une longue série d'autoportraits. Sur les 143 tableaux que compte son œuvre, 55 sont des représentations de son image. Elle dira d'ailleurs « Je me peins parce que je passe beaucoup de temps seule et parce que je suis le motif que je connais le mieux. » Vous pouvez voir sur l'écran l'un de ses premiers autoportraits. C'est son premier tableau sérieux. Elle le réalise pour essayer de retenir son amant, qui avait prévu de la quitter non pas à cause de l'accident, mais à cause de ses infidélités. Dans ce tableau, on décèle encore l'intérêt de Frida pour la Renaissance italienne dans la pose et l'allongement du cou. Frida se rétablit et va pouvoir profiter pleinement de la Renaissance culturelle mexicaine, un climat d'effervescence qui convient bien à cette jeune femme revenue à la vie. Frida fréquente alors des artistes communistes, se rallie à leur mouvement et décide de se consacrer à la peinture. Mais avant de sauter le pas, elle voudrait l'avis d'un artiste reconnu et qu'elle admire, Diego Rivera. C'est une autorité dans le monde de l'art mexicain. Il est fasciné par l'œuvre de cette jeune fille qui l'interpelle, mais aussi par le personnage en elle-même. Elle devient son modèle et ils débutent une liaison. C'est un couple improbable. Il a le double de son âge, Frida a 21 ans, Diego 42, et il fait le triple de son poids. Pourtant, ils se marient, le 21 août 1929. Pour la mère de Frida, ce mariage est celui de l'éléphant et de la colombe. En 1930, le climat change au Mexique. Un mouvement anticommuniste apparaît. Diego se sent menacé et décide l'opportunité qui se présente d'aller peindre aux États-Unis. Le couple va donc d'abord s'installer à San Francisco, puis New York et enfin Détroit. C'est la première fois que Frida quitte le Mexique, mais ce séjour ne sera pas heureux. À Détroit, elle connaît une nouvelle tragédie. Frida, qui était enceinte, perd son enfant. Elle va reprendre ses pinceaux pour évacuer son chagrin, peindre son angoisse. Le lit volant et l'œuvre que vous voyez à l'écran est le témoin de cette détresse. On peut y voir Frida, seule, nue,
allongée dans un lit immense qui flotte dans un désert, symbole de son infertilité. Le drap ensanglanté est un indice de la tragédie qui vient de se dérouler. Frida est reliée par 6 fils rouges à 6 objets qui semblent au premier abord assez étranges. Il s'agit de symboles de la sexualité comme l'orchidée ou l'escargot, mais aussi des symboles de sa grossesse, tels le fœtus ou alors le modèle gynécologique. Et 2 autres objets viennent évoquer l'hôpital, le stérilisateur et le modèle de bassin. L'œuvre que présente Frida est proche de l'ex-voto populaire mexicain. Les dimensions sont petites, c'est donc un art qui est fondamentalement différent de celui de Diego, qui lui est grand et à vocation symbolique. Frida, elle, parle de l'intime, de la réalité telle qu'elle la ressent, c'est-à-dire de sa réalité. Le couple reste 4 ans aux États-Unis. En 1935, il rentre au Mexique. C'est une nouvelle douleur qui attend Frida. Elle découvre que Diego, pas toujours fidèle par ailleurs, a une liaison avec Cristina, la propre sœur de Frida. Ils se séparent. Frida transcrit alors sa douleur dans ce tableau, intitulé Quelques petites piqûres. Elle part d'un fait divers. Un homme a assassiné sa femme. Mais on y reconnaît Frida sur le lit et Diego tenant le couteau juste derrière elle. Le sang répandu jusque sur le cadre traduit sa blessure émotionnelle. Avec ce genre d'œuvre, Frida est une artiste à part dans le paysage de l'art mexicain. Elle ne parle pas de politique, d'éthique ou de morale, mais d'amour et de douleur. La séparation dure peu. Diego est tout pour Frida. Ils se réconcilient et s'installent dans une maison double, chacun son côté. Cette maison va devenir un véritable vivier d'idées politiques. Le communisme est alors à nouveau en faveur au Mexique, car il est devenu le symbole d'une révolte populaire réussie. Frida suit Diego, très engagé, lui, en politique. En 1936, il obtient l'asile pour Léon Trotsky. C'est chez Frida qu'il sera logé, dans la Maison Bleue de Coyoacán, sa maison natale. Frida est fascinée par cet homme qui incarne le sacrifice d'un homme pour ses idées. Ils vivent alors une courte liaison que Frida va conclure par cet autoportrait. On l'y voit vêtue de ces longues robes mexicaines qu'elle affectionnait. De même, sa chevelure est ramenée sur la tête et ponctuée de fleurs. Ses coiffures vont devenir une caractéristique du style de Frida. Frida, par son apparence, revendique sa mexicanité. L'art de Frida, bien qu'intime, commence à lui attirer une certaine renommée. En 1938, la galerie Lévy à New York décide de lui organiser une exposition personnelle. Frida apprécie d'être considérée comme une artiste à part entière et non pas seulement comme la femme de Diego Rivera. À cette occasion, elle rencontre Nicholas Murray, qui deviendra son amant. L'année suivante, en 1939, c'est à Paris qu'elle est invitée par André Breton. Le père du surréalisme, ce mouvement qui explore le subconscient, reconnaît l'art de Frida comme surréaliste. Si ce séjour sera une grande déception pour notre artiste, Frida supporte très mal les membres du groupe surréaliste, eh bien l'exposition sera un beau succès populaire. Le Louvre va acheter ce tableau, cet autoportrait, qui est le premier tableau d'une artiste mexicaine vivante contemporaine à entrer au musée. Frida rentre au Mexique en avril 1939. C'est pour y trouver la demande de divorce de Diego. Leur couple était déjà bien mis à mal avant son départ. À son habitude, l'artiste réagit par un autoportrait. Un double autoportrait cette fois-ci. C'est son tableau le plus grand que vous pouvez voir à l'écran. Sur la droite, on y voit une Frida vêtue de bleu et de vert, en robe mexicaine, le cœur intact, et qui tient à la main un portrait de Diego. C'est la Frida idéale, celle qui est aimée par Diego. De l'autre côté, c'est une Frida en robe de mariée, le cœur ouvert et qui semble se vider de son sang. C'est elle, la vraie Frida, l'épouse blessée, la femme meurtrie. Frida décide de renoncer à tout ce qui faisait son charme aux yeux de Diego. Regardez cet autre autoportrait. Vous la voyez en costume masculin, un costume d'ailleurs un petit peu trop large, qui est sans doute l'un de ceux de Diego. Observez aussi son visage, sa chevelure est coupée, ses cheveux sont épars sur le sol, elle a renoncé à ses attributs féminins. La rupture est difficile pour Frida. Elle se met à boire et tombe dans une grave dépression. Sa santé se dégrade rapidement. Diego, de son côté, a des remords et réussit à la convaincre, un an après leur séparation, de se remarier le 8 décembre 1940. Il s'installe alors chez Frida, à Coyoacán, dans la Maison Bleue, la maison de son enfance. Ils y vivent entourés des animaux que Frida aimait tant. Vous pouvez la voir à l'écran avec le faon Granizo qu'elle adorait. Et c'est dans cette maison que Frida donnera des cours. En 1943, elle a effectivement été nommée enseignante pour l'école Esmeralda. Ses élèves,
qui se nomment Los Fridos, évoqueront tous la grande influence qu'elle aura eue sur eux. Elle leur ouvrira une nouvelle manière de voir le monde. En 1944, Frida a 37 ans. Sa santé décline rapidement. Sa colonne vertébrale est trop fragile et elle doit subir de nombreuses opérations, porter des corsets de plâtre qui l'immobilisent. L'artiste ne peut plus se passer des antidouleurs. À nouveau, c'est un autoportrait qui traduit sa détresse. Voici la colonne brisée. Frida est seule, dans un désert, qui à nouveau traduit son infertilité. Son corps, qui semblerait parfait, est ouvert par une grande fracture. Il est dramatiquement vide. Frida n'a jamais porté d'enfant jusqu'au bout. Sans les bandeaux qui le retiennent, ce corps s'effondrerait. La grande craquelure révèle une colonne à l'antique, mais une colonne brisée, qui est évidemment la métaphore de la colonne vertébrale de l'artiste. Sa peau est piquée de clous. Des clous qui, bien entendu, sont une allusion à la crucifixion du Christ, mais qui viennent évoquer ici les multiples peines d'amour dont a souffert l'artiste. Malgré cela, malgré cette souffrance, malgré ces douleurs, elle reste digne, droite, le regard lointain. Son état de santé ne s'améliore pas. En 1950, Frida est opérée pas moins de 7 fois. Elle ne peut plus marcher et doit rester allongée. Elle continue cependant à peindre, dans son lit, comme elle l'avait fait 25 ans auparavant. Son entourage se rend alors à l'évidence. Frida Kahlo va mourir. En 1953, une de ses amies décide d'organiser à Mexico la première exposition personnelle de l'artiste. Malheureusement, Frida est trop affaiblie pour pouvoir faire le déplacement. Alors Diego décide de la déplacer, dans son lit, à l'intérieur de la galerie. C'est une véritable performance, l'un des grands moments de la vie de Frida. Sa dernière apparition publique sera politique. Frida, qui s'est toujours engagée en faveur du peuple, en faveur de la liberté des peuples, participe ici à une manifestation contre l'intervention de la CIA au Guatemala. Les peuples doivent pouvoir disposer d'eux-mêmes. 8 jours avant de mourir, elle finit une dernière œuvre que voici. C'est une nature morte, des pastèques. La couleur, la texture, révèlent l'appétit de vivre de cette amoureuse du monde. Viva la vida, clame-t-elle une dernière fois. Elle s'éteint à l'âge de 47 ans. Diego la rejoindra 3 ans plus tard, après avoir lui aussi achevé une nature morte de pastèques coupées.